Je voudrais qu'on regarde une autre citation de Bali Bagayoko sur les réseaux sociaux. Il dit « Honte à celles et ceux qui se mettent au service du discours de l'extrême droite. Je leur dis, au final, tout cela ne sera qu'une défaite supplémentaire pour vous. » Le déshonneur, en plus donc que le PNF, Judith, ouvre une enquête pour suspicion de détournement de fonds publics, ça veut dire être d'extrême droite. Oui, je pense que le parquet national financier est raciste. Oui, aussi. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça comme explication. Quand je pense au torrent de boue déversé par les amis de M. Bagayoko, par la plupart des figures de LFI, sur tous ceux qui osaient questionner ce qui est visiblement un système mis en place par la RATP, je me dis que finalement le parquet financier est bien courageux d'affronter tout ça. On va peut-être enfin savoir la vérité, c'est une très bonne chose, on ne peut que le souhaiter. Et on verra d'ailleurs un certain nombre de réactions de la France Insoumise qui vont toutes évidemment dans ce sens-là. Mais d'abord, Alexandra Avril-Lizine, bonjour et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes avocate pénaliste, je le rappelle. On le disait, donc une enquête qui est ouverte. Il est vrai que depuis plusieurs jours, on entendait ces informations expliquant que Bali Bagayoko avait peut-être détourné des fonds via cet emploi à la RATP. Judith le disait à l'instant, l'enquête est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Au moins, elle pourra dire si oui ou non il y a eu des détournements de fonds. C'est peut-être ça le plus important, qu'on avance ou qu'il y ait sanction si c'est le cas. Évidemment que c'est important qu'il y ait une enquête. Peut-être même on pourra envisager le fait que si l'enquête n'est pas suffisante, qu'il y ait une ouverture d'une information judiciaire, parce qu'on parle quand même de faits extrêmement graves. On parle de détournement de fonds publics, notamment dans cette période qui est extrêmement difficile pour les Français. C'est d'autant plus insupportable et intolérable. En plus, j'entends déjà l'axe de défense de ce maire LFI. Il indique directement « Ah ben tiens, c'est du racisme ». Il sous-entend que c'est parce que il a des origines étrangères et que il fait partie de LFI. Absolument pas. La loi s'applique à tout le monde, et y compris aux membres de LFI. Je voudrais attirer votre attention sur le fait aussi que les membres de LFI prennent vraiment beaucoup de largesse avec l'application de la loi qui s'applique à tous les citoyens, notamment lorsque ils avaient un de leurs membres qui avait été interpellé alors qu'il achetait des produits stupéfiants. Eh bien, on continue sur la même lancée, c'est-à-dire que la loi ne s'applique pas à tous les membres de LFI. On le voit d'ailleurs, Alexandra Avril-Lizine, y compris la RATP, s'est dite satisfaite de l'ouverture d'une enquête parce que, comme vous le disiez, la loi, elle s'applique à tous. Alors, on ne présage pas des résultats de l'enquête, hein. Il sera peut-être innocenté. En revanche, il est important de faire la lumière là-dessus, d'autant plus qu'LFI est toujours très prompte à demander des comptes à tout le monde, mais quand c'est elle, il ne faudrait pas enquêter. En fait, par nature, ils sont innocents, finalement, la France Insoumise. Ah, évidemment, oui, la loi, c'est pour les autres, mais pas pour eux. Je voudrais attirer aussi votre attention sur un autre point qui est quand même intéressant, c'est que on sait de façon certaine qu'il y a une interdiction aujourd'hui de cumul des mandats pour que les élus se consacrent pleinement à leur fonction et ne soient pas dispersés par d'autres activités. Alors, je vois mal comment ils pouvaient cumuler un emploi à temps plein, plus diverses fonctions de nature électorale. Bon, après, moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Il ira s'expliquer et j'ai hâte de voir le résultat de cette enquête. Mais cette enquête d'ailleurs qui pourrait aussi concerner d'autres personnes, puisque la présidente de la région Île-de-France, on le verra dans un instant, a demandé presque une sorte d'audit pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres élus. Ces agences en réalité, comme la RATP, comme la SNCF, comme tout un tas d'agences en réalité de l'État, on le sait, c'est aussi un moyen pour certains élus d'obtenir des bonnes places, d'obtenir une bonne rémunération. On a fait des progrès sur la transparence, notamment de la vie publique, mais on voit que certains continuent de profiter. Certes, ça n'est pas nouveau.
Ah oui, ce n'est pas nouveau, mais quand même, enfin, c'est pas parce que ce n'est pas nouveau que c'est acceptable. Justement, il y a eu des progrès de fait. On a pris des dispositions législatives pour éviter que ça se produise. Donc, tout ce qui est détournement de fonds publics, que de abus de pouvoir également, hein, ce n'est pas acceptable. Hein, c'est comme de la corruption, hein, ce n'est pas acceptable. Merci beaucoup Alexandra Avril-Lizine, avocate pénaliste, d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à l'ouverture de cette enquête du parquet national financier. D'abord, Judith, vous vouliez faire une petite mise au point. Oui, un élu peut travailler, c'est prévu par la loi, mais dans des conditions strictement encadrées. On lui demande de faire un certain nombre d'heures, pas plus, pas moins, et sa rémunération découle évidemment de ces heures travaillées. Mais c'est pas, à part certaines professions qui sont incompatibles avec l'exercice de certains mandats, un élu peut travailler. Donc c'est pas là que réside l'illégalité. C'est dans le fait que apparemment M. Bagayoko avait à la fois un temps complet très très bien rémunéré. Oui, on parle de jusqu'à pour la RATP est un très bon salaire. 6 000 euros par mois et des fonctions politiques. On va écouter également Éric Coquerel de la France Insoumise qui défend évidemment Bali Bagayoko. Écoutez la rhétorique et les arguments qui sont utilisés. Bali Bagayoko est issu de la ville de Saint-Denis et ce qu'on ne supporte pas, c'est le fait qu'il soit devenu noir et en plus insoumis. Alors là, je veux dire, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est pour ça que je pense qu'il a des attaques que ne subissent personne. Très certainement, la source, on pense que c'est ses prédécesseurs socialistes, sur quelque chose qui se fait partout. Parce que adjoint au maire, vous n'avez pas les indemnités qui vous permettent de ne pas exercer une activité professionnelle. Donc, il a continué à exercer son activité professionnelle à la RATP. Elle est prouvée, elle est vérifiée. Et donc, tout ça, c'est une affaire pour rien. Intéressant aussi, Éric Nolot, c'est que évidemment que la présomption d'innocence, il faut la respecter. Aujourd'hui, on ne présage pas de ce qui sortira de cette enquête. Mais ça vient de la France Insoumise. La France Insoumise, à chaque fois qu'il y a eu des soupçons sur un homme ou une femme politique, quelle que soit la raison, il le condamne, médiatiquement parlant, politiquement parlant, à la culpabilité. Et là, il se rend compte que quand ça vient de leur rang, par contre, là, la présomption d'innocence, subitement, ils la redécouvrent. Oui, ils ont un système de défense assez bien rodé. C'est-à-dire, si un insoumis est mis en cause, il est mis en cause parce qu'il est insoumis. Alors, s'il est insoumis et issu de l'immigration, c'est parce qu'il est insoumis et qu'on est raciste, etc., etc. Bon, moi, j'écoute même plus ce qu'il raconte, mais en fait, il y a eu énormément de zones d'ombre autour de cet emploi de M. Bakayoko et il revient à l'enquête de les éclaircir. Je voudrais tout de suite dire que moi, je ne m'exprime pas en tant que représentant de l'extrême droite, mais en tant qu'acheteur de ce pass Navigo chaque mois. Et j'aimerais bien que l'argent que je mets dans cette machine serve à améliorer le service de la RATP. Il y avait 25 minutes d'attente pour les bus ce matin plutôt que de financer des emplois plus ou moins fictifs. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est pas pour relativiser le cas du maire de Saint-Denis, c'est qu'apparemment c'est un système assez global qui ne concerne pas que la RATP, qui concerne d'autres entreprises, d'autres officines et qui dépasse d'ailleurs même le cadre des élus. Des femmes et des hommes politiques. Il y a quelque chose qui a été accepté, une zone un peu trouble qui a été acceptée, et maintenant on ne l'accepte plus parce que ça finit par constituer des sommes assez importantes. Donc je pense qu'à travers le cas de M. Bakayoko, on va découvrir comment fonctionne une certaine zone d'ombre de la République française. C'est vrai que la rhétorique, elle est intéressante, Maxime, parce que systématiquement, il y a une sorte de victimisation. Quand on s'attaque ou quand on pointe un dysfonctionnement d'un élu de la France Insoumise, immédiatement, c'est « Ah bah oui, mais c'est parce qu'on est LFI, donc tout le système est contre nous, les préfets nous harcèlent », comme dit Jean-Luc Mélenchon. Et quand on est une personne issue des minorités, comme c'est le cas de Bali Bagayoko, alors là, immédiatement, en fait, si on soupçonne un détournement de fonds publics, c'est parce qu'on est raciste. C'est un peu simpliste, mais en revanche, ils en profitent aussi pour remobiliser l'électorat en disant « Regardez, le PNF, les juges sont racistes, on s'en prend à nous, etc. » Oui, en faisant un discours anti-système, mais en cela, il est très facile d'être insoumis. Oui. On n'a jamais tort, en réalité. Lorsque Rima Hassan tient des propos et qu'elle est convoquée par la justice pour apologie du terrorisme, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas les propos
de Rima Hassan, c'est la justice aux petits pas, aux ordres, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Vous rappeliez à juste titre que lorsque des préfets portent plainte contre Aurélien Taché, Ali Diouara de la France Insoumise, ce ne sont pas les propos de ces députés en question qui posent problème, notamment des propos outranciers, la police tue, etc., etc. Ce sont des préfets qu'il faut mettre en prison, d'ailleurs, ajoute Jean-Luc Mélenchon, qui sortent de leur rang, etc., etc. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que ça s'est joué en plusieurs temps, si j'ose dire. D'abord, on a délégitimé le canard enchaîné, et plutôt l'auteur de cet article du canard enchaîné, Frédéric Aziza, notre confrère, pour ne pas le nommer, avec, à certains égards, un relent d'antisémitisme que l'on pouvait voir poindre dans les propos qui étaient tenus notamment par Manuel Bompard. Et puis maintenant que c'est... Alors après, c'était l'association anticorruption. Et puis maintenant que c'est le PNF, on continue à tirer le fil et on dit, donc c'était écrit par un journaliste qui nous en veut, dont on délégitime le travail. En plus, l'association qui porte plainte, elle aussi est douteuse. Et maintenant, c'est le PNF qui, lui, fait un travail politique. On voit bien que tout cela est risible. Éric Nolot disait que maintenant, il ne les écoute plus. Je comprends sa lassitude, mais il faut continuer de les écouter. Parce que toute cette rhétorique, elle est effectivement pensée, structurée. N'oublions jamais que Jean-Luc Mélenchon est un trotskiste, et donc, trotskiste un jour, trotskiste toujours, et donc il y a toujours cette attaque frontale qui est faite aux institutions qui sont constitutives de la Ve République. Je crois l'avoir montré, la justice, les préfets, représentants de l'État, la police, les journalistes, etc., etc. Et puis la meute, Judith Vintraud, parce que effectivement cet article d'où part cette enquête du PNF, donc qui est signée de Frédéric Aziza, on le cite puisque la France Insoumise l'a de toute façon dit partout. Ciblé. Ils l'ont identifié d'abord en sortant son nom, papier qu'il n'avait pas signé de son nom, et on voit la meute, parce qu'il suffit de regarder les réseaux sociaux des membres de la France Insoumise. À chaque fois on cite Frédéric Aziza, à chaque fois on met en fait la meute contre lui. Bien sûr, il se trouve que Frédéric Aziza est juif. Travaille également pour une radio juive, donc c'est, si j'ose dire, pain béni pour la France Insoumise, qui n'a de cesse d'instrumentaliser un antisémitisme qu'il a largement contribué à alimenter pour mobiliser les troupes. Je voudrais qu'on regarde, quand vous parliez de système tout à l'heure, Éric Nolot, ce que disait la présidente de la région Île-de-France sur les réseaux sociaux. C'était avant l'ouverture de l'enquête du parquet national financier, pour le contexte. Valérie Pécresse dit ceci: après les révélations du canard enchaîné, je demande en tant que présidente d'IDFM que toute la transparence soit faite sur la politique de recrutement de la RATP, passée et présente, afin de dissiper les soupçons d'éventuels emplois fictifs financés par le contribuable. De telles pratiques seraient totalement illégales et ne sauraient être tolérées dans le monopole public. Effectivement, elle allait sur ce que vous disiez aussi sur le côté attention, parce qu'il y a l'affaire Bali Bagayoko. En tirant le fil, on peut découvrir un système à la RATP, mais les mêmes systèmes qu'on pourrait découvrir dans d'autres agences de ce type. Oui, mais le problème, c'est que c'était un secret de polichinelle. Tout le monde sait, tout le monde savait qu'il y avait des emplois, sinon fictifs, du moins de complaisance. Parce que ça servait à caser des amis, ça servait à ce que des syndicalistes puissent faire leur métier de syndicaliste sans trop faire leur métier d'employé ou de travailleur. Ça servait aussi quand même à entretenir quelques sportifs de haut niveau qui avaient des boulots qui consistaient à plutôt s'entraîner sur une piste d'athlétisme plutôt que dans un bureau de la RATP ou de la SNCF. Moi, je crois qu'on va découvrir quelque chose d'assez global et d'assez quand même... C'est quand même un fonctionnement très, très étrange. Plutôt que de financer correctement les gens, plutôt que de s'en remettre à ce système de financement parallèle. Pardon, les syndicalistes, c'est légalement encadré aussi. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Le syndicalisme en France pose d'autres problèmes. Le premier étant, comment se fait-il que ce soit le contribuable qui doive financer des organisations censées être au service des salariés? Pourquoi ne peuvent-elles pas vivre par grâce à leurs cotisations? Mais il y a un cadre légal, comme on fait en France, c'est-à-dire défini jusqu'au dernier boulon. Et néanmoins, ce cadre légal est violé. Mais on voit aussi que sur la transparence, Judith, on a encore un peu des progrès à faire, parce que on a sans doute mis en place un certain nombre de règles qui évitent que les élus abusent, etc. Mais ces agences-là, souvent,
on découvre en fait, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, le nombre d'élus qui se gavent en fait, si j'ose dire, là-dessus. Peut-être que Valérie Pécresse aura des surprises sur aussi l'étiquette d'un certain nombre d'élus. En général, c'est tout parti confondu, c'est assez partagé d'ailleurs cette question-là. Et encore, là, on parle de l'Île-de-France et de Valérie Pécresse qui a fait quand même, qui a donné un grand coup de balai dans l'externalisation de ce que faisait la région et de l'appel aux agences. Imaginez dans le reste de la France comment ces situations peuvent se multiplier. Il n'y a pas que Paris. Non, évidemment. Et la dernière réaction qu'on va vous soumettre, celle de Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement de la France Insoumise. Soutien total à Bali Bagayoko. Personne n'est dupe sur la nature politique de la cabale dont il fait l'objet. Là-dessus, Maxime Leguet, on en parlait rapidement tout à l'heure avec Éric. C'est le côté la France Insoumise, en fait, qui redécouvre la présomption d'innocence. Et c'est intéressant parce que là, ils disent à tout le monde, attention. Alors, ils accusent aussi d'ailleurs maintenant Mathieu Hanotin et l'ancienne majorité d'être à l'origine. Ce qui, visiblement, accessoirement, ne semble pas être le cas. Mais peu importe, c'est sans doute un peu de paranoïa. Mais on espère qu'à l'avenir, peut-être, ils vont apprendre et que la prochaine fois, ils respecteront aussi la présomption d'innocence. Là, ils ciblent tout le monde, mais eux, en revanche, vraiment, ils n'ont rien fait. Je crois que votre espoir que vous formulez là est un vœu pieux, hélas. Mais vous avez raison de pointer du doigt ces accusations qui sont faites en permanente aussi au sein de la gauche, du Parti socialiste, la France Insoumise, et notamment Bali Bagayoko, qui n'a eu de cesse de viser le Parti socialiste. D'ailleurs, Bali Bagayoko a réagi lui-même sur les réseaux sociaux via une vidéo assez surréaliste, lunaire, le mot que vous souhaitez, où il sort de sa voiture avec des lunettes de soleil, une musique de rap derrière, avec comme légende le PS n'a toujours pas digéré les élections. Voilà la réaction de Bali Bagayoko à ces accusations gravissimes. J'entendais ce que disait Éric Nolot sur le système qui était toléré au sein de la RATP. Il y avait des largesses, manifestement, ça touchait un certain nombre de personnes, etc., etc. C'est peu ou prou la même chose que dans l'affaire des assistants parlementaires européens, où il y avait un système, chacun savait qu'il y avait des failles et qui étaient communément acceptées, que ce soit du MoDem au Rassemblement national et aussi à la France Insoumise. Là, on n'a pas entendu la France Insoumise nous dire, s'agissant pour défendre le RN, oui, mais vous voyez, c'était quelque chose de partagé. Là, on a chargé à boulet rouge. On aurait pu dire la même chose aussi s'agissant de Pénélope Fillon, dans cette affaire des assistants parlementaires où chacun savait, chacun l'avait déjà fait aussi, que c'était institutionnalisé, peut-être que c'était une pratique qui était passée d'époque, etc., etc. Là, on n'a pas fait l'effort intellectuel de recontextualiser ce qu'il en est. Donc, il sera très intéressant de voir, outre que la défense qui est là pour l'instant, une défense médiatique, politique de la France Insoumise, de Manuel Bompard, de Éric Coquerel, la défense juridique. Qu'est-ce qui sera amené comme preuve? Parce que là, on passera l'esbrouf simplement du commentaire politique. Et il faudra rentrer dans le fond. Et si les faits sont implacables, rappelons, parce qu'ici nous sommes attachés à la présomption d'innocence, quelle que soit la personne qui soit incriminée, qu'il est présumé innocent, laissons l'enquête faire le travail, mais soulignons quand même à minima une mauvaise foi de la part de la France Insoumise. Mais au fond, peu importe l'issue de l'enquête, parce que le message, c'est tout le monde est contre nous. Oui, et ils arriveront à prouver qu'ils n'ont rien fait, mais que justement le système est allé contre eux. Serrons les rangs, et c'est plutôt bon pour lui. Il continue une campagne de premier tour, en réalité. C'est vrai. Je voudrais qu'on écoute désormais aussi ce que disait Manon Aubry. C'était aux universités d'été de la France Insoumise ce week-end. Elle vise notamment, je la cite, bien sûr, ces nuisibles de milliardaires. Écoutez-la. Mais c'est là où moi j'en suis venue à cette conclusion. Que taxer les riches, c'est pas suffisant. Et que si l'on veut être clair dans une société où on va remettre les choses à l'endroit, c'est qu'il ne faudra pas seulement taxer les riches, mais interdire les milliardaires. Parce que s'il n'y a plus de milliardaires, alors il n'y a plus personne qui détient les médias. S'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus personne qui massacre la planète, comme l'a décrit Cyrielle. Et je vais même plus loin. D'un point de vue purement économique, qui est ce sur quoi moi j'ai beaucoup travaillé. Si on regarde dans le détail, je veux vous convaincre aussi à quel point les milliardaires sont des formes de nuisibles. J'assume. Je sais, il y a déjà des extraits qui vont être pris. Regardez, les insoumis trouvent que les milliardaires sont des nuisibles. Oui, oui, j'assume. Allez-y, faites un extrait. Et je crois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Et oui, on a fait un extrait parce que ça aurait été dommage de passer quand même à côté. Alors, je suis pas économiste dans l'âme, mais quand même, Judith, elle a beaucoup travaillé. Oui, elle a beaucoup travaillé. Et quand on parle d'économie, les milliardaires
sont des nuisibles. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, on arrive à ce constat. Je pense qu'elle a lu à fond Thomas Piketty c'est possible, oui. et Monsieur Zuckman, puisque en fait, en filigrane, c'est ce qui ressort de leurs œuvres respectives. C'est consternant de bêtises. Consternant de bêtises. Il suffit de supprimer les riches, comme ça il n'y aura plus de pauvres. C'est vrai que si tout le monde est pauvre, oui, il n'y a plus de pauvres. Il y a une moyenne. Ça me paraît une logique implacable. Économiquement, bon, de toute façon, la France insoumise défend un projet ubuesque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous les jours se multiplier les preuves de la tentation totalitaire qui les visite dans absolument tous les domaines. Là, on parle d'économie, on pourrait parler évidemment de liberté de la presse, puisque c'est M. Boyard, je crois, qui a expliqué aux ateliers d'été de la France Insoumise que sa première priorité... Dès la première semaine, oui. Voilà, dès la première semaine, il ferait fermer CNews. Ça n'arrête pas. La liberté pour la France Insoumise est un concept à géométrie variable. On va parler de ce concept-là, mais sur l'économie, Maxime Leguet, on rentre en campagne, on est sur une période sérieuse de programmes, d'idées. Et alors, les idées économiques, pour l'instant, de la France Insoumise, donc la dette au frigo. Alors voilà, parce que ça permettrait de ne plus avoir de dette. Ça, c'était Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, supprimer, interdire les milliardaires. Alors déjà, il faudrait nous expliquer peut-être la façon dont on parvient à cela. Mais on se dit, est-ce que vraiment les Français n'ont pas envie d'entendre des vraies propositions, qu'ils soient d'accord ou pas, mais des vraies propositions économiques? Là, on est dans le slogan, avec une réalité économique en plus quand même qui semble un peu douteuse. Oui, en réalité, ce n'est pas réalisable, ce qui est proposé. Mais eux-mêmes le savent, je pense. C'est-à-dire que même lorsque Jean-Luc Mélenchon dit, alors un coup, il veut foutre la dette au feu, un coup, il veut la mettre au frigo. On peut faire les deux. On en met une partie au frigo, l'autre au feu. Il ne sait pas, il sait très bien, que cela n'est pas réalisable. Manon Aubry, lorsqu'elle parle d'interdire les milliardaires, ce qu'il faut comprendre en sous-titre, c'est qu'elle souhaite interdire la réussite. Parce que sous la manière d'essentialiser milliardaires, il y a des gens brillants qui ont été des capitaines d'industrie, qui ont créé du travail. La théorie du ruissellement économique est manifestement étrangère à Manon Aubry. Il y a des gens qui ont inventé des remèdes médicaux incroyables, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une surenchère dans la bêtise qui est formulée par Manon Aubry. Mais si j'ose dire, et vous avez raison de dire qu'on est en campagne, c'est toujours le propre de la campagne, et pas que de l'extrême gauche. Rappelez-vous de François Hollande, mon ennemi c'est la finance. Oui. C'était aussi une bêtise assez grosse quand même en réalité. Mais bon... il y en a des bêtises en campagne, on n'est pas au bout de nos peines. Lorsqu'on rentre en campagne, les bêtises économiques sont souvent tolérées, autorisées, même presque encouragées, et du côté de la France Insoumise, on l'a bien compris. Oui, alors... Timo et après Eric, on ne sait pas comment ils veulent supprimer les riches, mais on sait très bien comment ils veulent les chasser. Ça, c'est vrai. Et ça marche. Ça marche très très bien. Et d'ailleurs, vous faisiez référence au slogan de campagne de François Hollande. Il a bien contribué aussi à la fuite des Français entrepreneurs et détenteurs de capitaux de France. Donc l'appauvrissement de notre pays, c'est possible. Malheureusement, c'est possible, c'est même en cours. Emmanuel Macron y a participé, même si lui était censé encourager l'entrepreneuriat. Avec la France Insoumise, on passera à une vitesse supérieure, mais c'est tout à fait possible de chasser les riches. Mais c'est aussi la vision, effectivement, Éric Nolot. Donc, les préfets, ils resteront à minima à leur bureau, au mieux en prison. CNews, où j'imagine, en fait, tout média qui n'est pas la seule de la France Insoumise finira par fermer. Les milliardaires seront interdits. Sur la méthode de gouvernance envisagée, l'avantage, c'est qu'elle est très claire. Mais dans la question que vous me posez, j'y vois la naïveté à laquelle je succombe moi-même très régulièrement, c'est-à-dire de prendre au sérieux ce que dit la France Insoumise. Parce que Manon Aubry, elle a vendu la mèche. En même temps qu'elle dit la phrase, elle dit « je sais que ça va être repris ». Mais c'est tout ce qu'elle cherche. Elle sait très bien que c'est inapplicable, que c'est des billevesées, des fadaises. Peu importe, ça va faire le buzz. Et ça va faire le buzz dans le cœur de son électorat qui va dire « oui, vraiment, supprimons les milliardaires ». Ça fait un slogan très facile à reprendre. Ce qui est quand même plus ennuyeux dans ce cas-là, c'est l'usage du mot « nuisible ». Je crois que « nuisible », ça figure sur les modes d'emploi des insecticides, des choses comme ça. Donc il y a un côté, ce sont des cafards, quoi. Il faut s'en débarrasser comme on se débarrasse
des cafards. Ça rappelle quand même de très mauvais souvenirs. Et en effet, dans la dérive totalitaire, on arrive quand même dans une zone extrêmement préoccupante, où ces gens-là qui font profession d'antifascisme sont quand même très très proches du fascisme.